Le joueur le plus fort que tu as fait venir en MLS. Drogba. Le joueur le plus célèbre que tu as fait venir en MLS. Zlatan. Le joueur le plus sous-coté que tu as fait venir en MLS. Oh waouh. Allez, son Bienvenue. visage, on va voir s'il est jetlagué ou pas. Ah non, ça va, il a bonne mine. Très Salut bonne Jérôme. C'est le grand paradoxe des ligues fermées américaines. C'est l'ultra-communisme dans un pays ultra-capitaliste. Quand Columbus parle avec ce joueur, Chicago ne peut pas parler avec ce joueur ni son agent. De façon à pas mettre en compétition les clubs et pas faire monter les enchères. Chaque mercato, il y a au moins moi j'ai au moins une dizaine d'offres de clubs de Ligue 1 sur des joueurs MLS, du type Antoine Griezmann, du type De Bruyne, du type Neymar. Et je pense qu'il va y avoir un gros push là sur les 18 prochains mois parce que effectivement, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a un engouement qui se prépare aux États-Unis qui est assez dingue. Et donc, à mon avis, on va voir quelques beaux noms arriver. Ouais. On parle de Los Angeles pour Griezmann. Ce serait magnifique. Donc le LAFC, on est d'accord là-dessus? Où est les Galaxy? Où est les Galaxy? Parce qu'au LAFC, il y a déjà Hugo et il y a déjà Olivier Giroud. Ouais. Bah, je pense que ça peut aider pas mal, ouais. Ouais. Par mon joueur, ou est-ce que tu es intéressé? qui Ah ouais. qui t'appelle. Bah, je peux te rappeler, je suis sur RMC en direct. Ouais, on parle de toi et très bien. J'ai Ronaldinho et son frère qui m'appellent et qui me disent voilà, on est dans une situation un peu compliquée à Flamengo. Il dit voilà, regarde en MLS. Didier, il est arrivé, je trouve qu'il a aidé la MLS sur qu'est-ce que c'est que structurer un club pro. Et il était dans le radar, il voulait absolument le faire signer. Et ça, c'était vraiment pas loin. Et le Bayern a réussi à le faire sous le nez du PSG. Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, la nouvelle émission foot de RMC Sport. Tout comprendre du fonctionnement d'un club, comment construire un effectif, comment réussir son recrutement, sans oublier l'actualité des transferts. C'est la promesse d'RMC Mercato, tous les jeudis en direct à 13h sur la chaîne Twitch de RMC Sport, avec vos questions évidemment sur le chat et ensuite en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport. Ils sont là pour m'accompagner cette semaine, de retour de leurs belles vacances. Rémi Dumont, Loïc Moreau. Salut les gars. Bonjour tout le monde, elles ont fait du bien celles-là. Salut Jérôme, oh oui, que oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les garçons pour 2025 ? La santé, beaucoup d'émissions. Longue vie à RMC Mercato, Ouais. beaucoup de viewers. Beaucoup des de plaisir, invités quoi. Aussi sympa que celui qu'on va avoir aujourd'hui. Ouais. Tout ça. Exactement. Et notre invité justement aujourd'hui, ce sera Jérôme Méhari, l'intermédiaire français numéro 1 entre l'Europe et la Major League Soccer. Avec lui, on se demandera pourquoi autant de joueurs nord-américains évoluent en Ligue 1 et en Europe. Pourquoi la MLS cherche également à recruter toujours autant de stars et quel est l'impact de la Coupe du Monde 2026 sur le marché des transferts entre les deux côtés de l'Atlantique. Et on va tout de suite faire de la place autour de cette table à Jérôme Méhari, notre invité donc qui arrive. Alors on va voir s'il est en transit, s'il arrive des États-Unis ou pas. Salut Jérôme, installe-toi. On va Tu es regarder son bienvenu. visage, on va voir s'il est jetlagué ou pas. Ah non, ça va, il a bonne mine. Très Salut bonne Jérôme. Salut à tous. Salut Jérôme, je rappelle que tu es l'intermédiaire numéro 1 entre la Major League Soccer, le championnat nord-américain de soccer et donc de football, et l'Europe et particulièrement la France. Rapproche-toi de ton micro s'il te plaît pour qu'on Allez. t'entende Mets-toi à très l'aise. bien. Tu arrives d'où et tu vas où ? J'arrive, j'ai passé un petit peu de vacances en famille en France et je repars à New York semaine prochaine. D'accord. Voilà. J'imagine que l'actualité transfert est chaude aussi pour toi. Ça bouge. Je crois savoir qu'aujourd'hui et même cet après-midi, il va se passer des trucs. Est-ce que tu peux nous en dire Il plus ? peut se passer des trucs là en live. On doit finir une visite médicale là qui va se passer à Clairefontaine. Donc je vais y aller juste après l'émission. Mais potentiellement les médecins peuvent m'appeler, ouais, absolument. On peut dire de Ça qui serait il drôle. s'agit parce que c'est déjà l'information est déjà sortie dans la Ouais, presse. c'est déjà sorti. C'est Ganago de Nantes qui va aller à New England Revolution, donc à Boston en MLS. D'accord. Nice. Alors c'est un joli transfert. Explique-nous comment ça s'est fait. Écoute, il était dans une situation un peu compliquée à Nantes et effectivement, on était en contact avec son agent, avec le joueur qui était ouvert à l'option MLS. On a réfléchi à quelle était la meilleure option. On a fait un prêt avec option d'achat que Nantes a accepté. Donc il va venir jouer pendant 1 an toute la saison parce que la saison à MLS elle commence maintenant. Elle commence là en février, donc la pré-saison commence maintenant et 1 an avec une option d'achat.
Très bien. On va détailler avec toi le système des transferts en MLS. On va parler également du nombre de Nord-Américains qui augmente en Ligue 1. Parler également de l'évolution, de l'impact que va avoir la Coupe du Monde 2026. Mais toujours dans l'actu transfert, tu es également sur le deal qui va concerner un joueur dont on a beaucoup parlé en Belgique ces derniers mois. C'est Kevin Denki du Cercle Bruges. Je parle sous ton contrôle. 43 buts en 67 matchs. C'est ça, ces 2 dernières saisons. C'est costaud. Scoring machine, comme on dit. Et lui aussi, donc, part en MLS. Ouais. Alors, le transfert est déjà finalisé. Il prenait l'avion hier d'ailleurs. Ça a été long. C'est jamais simple de convaincre un joueur comme ça qui cartonne en Europe, meilleur buteur du championnat belge, de partir en MLS. Mais il a compris le principe, il a compris l'opportunité que c'était. Et voilà, c'est le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Combien, Jérôme? C'est un peu moins de 16 millions. 16 millions d'euros? D'euros. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Mais si je dis pas de bêtises, la MLS, elle possède les joueurs. Enfin, les joueurs sont sous contrat avec la MLS. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour faire un transfert, justement, un transfert record? Parce qu'on pourrait se dire comment une franchise, puisqu'en l'occurrence, c'est Cincinnati C'est Cincinnati, absolument. Pour Denki. Ouais. Comment Cincinnati arrive à mettre 16 millions d'euros sur un joueur? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Ouais, je peux repartir de très loin avec les règles du salary cap et tout, si vous voulez. On va le faire. Vas-y. On y va. On y va. Allez, on est là pour ça, on a tout le temps. Donc en fait, la MLS est une ligue fermée. Donc c'est-à-dire que toutes les équipes travaillent entre elles en dehors du terrain et sont compétitrices sur le terrain. Ce qui devrait être idéalement ce qui se passe en Europe, mais ça l'est pas tellement. Et donc en Europe, donc ils travaillent tous ensemble. Donc il y a un système où c'est la ligue. Les joueurs sont sous contrat avec la ligue. La ligue donne des budgets aux équipes et structure un petit peu l'effectif. Et en fait, dans chaque effectif, il y a les joueurs qui sont dans le salary cap, d'accord ? Il y a des joueurs qui sont un tout petit peu au-dessus du salary cap, qu'on appelle des joueurs semi-désignés, semi-stars, ou des joueurs TAM, c'est le terme TAM ou GAM en anglais. Et puis, tu as les joueurs stars. Et puis, on a 3 catégories. Ouais, et on a ajouté une quatrième catégorie il y a quelques années, qui sont les joueurs de moins de 22 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as maintenant l'idée de faire venir des jeunes joueurs en MLS. Et c'est vraiment de se sortir des joueurs en fin de carrière et à la retraite. C'est vraiment de devenir une ligue où voilà, les jeunes joueurs sont là et potentiellement la vente de jeunes joueurs. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Et donc, pour revenir à la structuration de l'effectif, Kevin Denki, il rentre dans les joueurs stars. D'accord ? Les joueurs stars, c'est les joueurs désignés. Et donc, une partie de son salaire va compter contre le salary cap, mais le reste va être payé par le propriétaire du club. D'accord. Donc, le propriétaire du club de Cincinnati, lui, il dit moi, je suis prêt à mettre 2, 3, 4, 15 millions sur un transfert et tant sur le salaire en plus du salary cap. Par contre, le propriétaire de Columbus, lui, il dit moi, je peux mettre que 3. Le propriétaire de Miami, il dit moi, je peux mettre David Beckham avec Jorge Mas. Et lui, il dit moi, je peux mettre beaucoup plus que 15 et je peux donner un petit peu de ma franchise et je peux donner un petit peu des droits télé pour faire Messi. Tu vois ? Et donc, en fait, chacun a un peu sa stratégie. À un moment donné, on avait vu que c'était Los Angeles Galaxy qui faisait venir un peu toutes les stars. On l'a vu avec Beckham, on l'a vu avec Zlatan Ibrahimovic et toutes les stars. Maintenant, c'est un peu plus Inter Miami. Los Angeles FC a fait venir pas mal de stars. On a vu avec les Français. J'ai eu la chance de faire venir Hugo Lloris, Olivier Giroud récemment et plein d'autres Français. Mais par contre, eux, ils ont une politique où ils dépensent beaucoup moins qu'un Inter Miami qui dépense beaucoup. Donc vraiment, ça dépend. Ils ont tous un salary cap fixe. Et après, ils peuvent décider sur certaines positions qui sont les joueurs de moins de 22 ans et les joueurs stars de dépenser autant qu'ils veulent. D'accord. Et après, ce qui est vachement intéressant, c'est que les revenus générés par ces signatures sont répartis dans tous les clubs. Et c'est là où l'idée de cette ligue fermée et l'idée des propriétaires, c'est vraiment de travailler ensemble pour faire monter la ligue. S'il y a un club qui n'est pas bien, les autres, ils ne sont pas contents. Donc, ils veulent que tout le monde soit bien. C'est déjà arrivé avec Chivas USA, par exemple, ils les ont dégagés. Et c'est pour ça, ils les ont pas dégagés, mais ils ont trouvé un repreneur qui a fait que
Voilà, il y a un super propriétaire et que la ligue monte en fait. En fait, le principe d'un propriétaire de MLS, c'est que la valorisation de sa franchise augmente. Et c'est ça qui est extraordinaire en MLS, c'est qu'on voit la valorisation des franchises aujourd'hui, elles valent entre 800 millions et 1,2 milliard. Et quand tu compares avec les clubs français, c'est assez ouf en fait. Ouais, bien sûr, on est beaucoup moins en France. Ouais. En dehors du Paris Saint-Germain, qui est on parle de plusieurs milliards exactement. pour le PSG, mais pour les autres, c'est bien en dessous. Exactement. Et donc, sportivement, tu vois, tu as quand même pas mal de clubs de Ligue 1 qui sont au-dessus. Mais par contre, au niveau de la valorisation, c'est là où les mecs sont très bons. C'est le show business. Et moi, ce qui me fascine en fait avec ce système-là, donc où tu fais venir Messi en MLS, ça va en fait ruisseler, l'argent va ruisseler partout dans la ligue. Il y a une forme de collectivisme, voire même de communisme au pays du capitalisme, et je trouve ça assez fascinant en fait. C'est le grand paradoxe des ligues fermées américaines. C'est l'ultra-communisme dans un pays ultra-capitaliste. C'est assez extraordinaire. Effectivement, celui qui gagne à la fin de l'année a moins d'argent que celui qui a perdu l'année d'après. C'est-à-dire celui qui est dernier de la ligue a le premier choix de la draft l'année d'après pour essayer de rééquilibrer les chances. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et en fait, on le voit dans tous les sports américains, ça cartonne et les valorisations de franchises cartonnent. Et voilà, Ça te choque de voir du coup que quand CVC est arrivé en France, le fonds d'investissement américain, quand ils ont investi 1,5 milliard dans la Ligue, la répartition qui a été choisie par la Ligue, c'est de donner 200 millions au PSG, 90 à Lyon et à Marseille, et encore moins pour les autres. Ça veut dire qu'il y avait pas du tout de... En fait, on a renforcé la position déjà très forte du Paris Saint-Germain. Ouais, je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, nous, ça fait 10 ans qu'on en parle avec la MLS. Pour nous, c'est un système qui peut pas tenir, quoi. C'est très compliqué parce que les clubs se mettent ils s'endettent énormément et travaillent pas ensemble. Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher le plus de droits télé ensemble. Et là, ils se tirent la bourre, ils se volent des joueurs, ils se volent même des joueurs dans la formation. La MLS, nous, on a tout cadré de façon à ce que, voilà, tu as ton territoire, tu as tes joueurs, tu te voles pas les joueurs. Et il y a même un système de discovery option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Columbus parle avec ce joueur, Chicago ne peut pas parler avec ce joueur ni son agent, de façon à pas mettre en compétition les clubs et pas faire monter les enchères. Et ça, c'est vachement intéressant. Et on en est encore loin en Europe. Et c'est pour ça que depuis, ça fait maintenant 5-6 ans que les Américains et la Ligue me disent tu vas voir, on va y venir à la Super Coupe d'Europe, le truc. Voilà, on commence la Super League, excuse-moi, on commence à en voir les prémices. Et nous, on est un peu persuadés que voilà, ce sera la Super League, notre vrai gros compétiteur, quoi. Et Jérôme, quand tu dis qu'un agent n'a pas le droit de parler, par exemple, avec une autre franchise, est-ce qu'il risque une amende financière? Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Alors, pas une amende financière, mais tu vois, ils peuvent perdre de l'argent du salary cap qui va au club qui devait avoir le joueur. Je vais te donner l'exemple d'un très beau transfert que j'ai fait, un des plus beaux, qui s'appelle Didier Drogba. Il se trouve que c'est Chicago qui avait l'option sur le joueur, donc on appelle ça la discovery option. Et donc il y a eu des discussions avec le joueur, mais en fait Mourinho avait fait une pré-saison à Montréal, était prêt, avait des contacts avec Montréal, et du coup Montréal a commencé à parler à Didier Drogba à travers, et donc à un moment donné Montréal a dû payer beaucoup de sous de son salary cap à Chicago pour récupérer les droits, pour parler à Didier et pour le signer. Et donc oui, c'est vraiment important, ce système-là. Et c'est pour ça que c'est respecté, du coup, parce que... C'est pour ça que c'est respecté, parce que si tu respectes... voilà, en fait, soit tu peux pas signer le joueur, soit tu es obligé de payer pas mal de sous de ton budget. Et c'est des sous fictifs, hein, attention, donc il n'y a pas de perte d'argent. Mais c'est des sous de ton budget que tu ne peux pas utiliser dans les saisons prochaines pour avoir une bonne équipe, pour récupérer le droit à avoir signé le joueur. Ce qui est nouveau quand on regarde donc l'arrivée de Kevin Denki du Cercle Bruges donc à Cincinnati, c'est qu'on voit que la MLS est en train d'aller chercher des joueurs jeunes, déjà très forts. Il y avait Thiago Almada à l'époque, qui va donc arriver à Lyon, qui était donc à Botafogo. La MLS devient clairement un concurrent au championnat européen et donc à la Ligue 1 sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. C'est l'objectif. Voilà, il y a 10-15 ans,
L'objectif, c'était de ramener des grands noms pour poser le nom de la MLS sur la map du monde, la map football du monde, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, les gens connaissent la MLS. Les gens sachent ce que c'est. Voilà, il y a de la curiosité, tu vois. Et derrière, maintenant, l'objectif, ils ont bien compris que voilà, ça générait pas mal de revenus au niveau des droits télé, au niveau des stades. Les stades sont remplis. Mais là, ils se disent, voilà, on peut faire venir des jeunes joueurs et les vendre en Europe. Et c'est ce qui se passe, en fait. La MLS arrive à faire venir tous les meilleurs joueurs, tous, la plupart des meilleurs jeunes sud-américains, et ils commencent à faire venir les top jeunes joueurs européens. Et ça, c'est l'objectif, c'est pour après les revendre en Europe ou alors rester. Et donc, il y a une vraie stratégie trading là-dessus, ouais, absolument. Ocampos nous dit sur le chat le LOSC aurait dû aller le chercher, Denki. Peut-être qu'ils étaient dessus d'ailleurs, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Je pense qu'ils étaient dessus. Mister Olivier, j'ai pas compris du coup pourquoi un club paierait pour le transfert d'un de ses concurrents. Il a dit ok après. Je pense voilà. Très bien. Bon, il a compris finalement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sauf que la différence entre les USA et l'Europe, c'est qu'aux USA, on considère le sport davantage comme de l'entertainment que de la compétition pure. Ouais, c'est vrai, c'est le show business, c'est-à-dire que il y a vraiment c'est le show. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire du show. C'est presque pas de gagner, même si gagner est super important. Et de toute façon, gagner, c'est dans la culture américaine, la compétition. Mais dans le business du sport, effectivement, on considère ça beaucoup plus comme un show business, que comme un truc où il faut gagner. Et le rapport aux fans est vachement différent aussi. D'ailleurs, quand on va dans les stades et qu'on regarde des matchs à côté des Américains, parfois ils réagissent à des trucs qui sont très différents des fans européens. C'est ça qui est drôle. Une touche, quoi. De connaissance. Une touche, une relance du gardien. Non, mais... oh non, mais tu vois, c'est marrant, c'est culturel, ça, c'est assez sympa. Et je trouve que l'ambiance du foot est vachement saine aux États-Unis. Ouais. Et c'est ce qui doit plaire aussi aux joueurs français. On en reparlera un petit peu plus tard. Autre chose sur les transferts, on voit que Kevin De Bruyne est annoncé à San Diego, si j'ai bien compris. Griezmann, Marca annonce que son transfert vers la MLS va aussi se faire l'été prochain. Il y a quand même encore des stars que la MLS cherche à faire venir parce qu'il y a aussi peut-être la Coupe du Monde 2026. Ouais, la Coupe du Monde 2026 va être super importante dans la stratégie. Et donc, effectivement, au-delà d'essayer de faire venir beaucoup de jeunes joueurs, essayer de faire venir effectivement des grands noms qui sont encore bien, du type Antoine Griezmann, du type De Bruyne, du type Neymar. Effectivement, ça rentre dans la stratégie de la MLS. Et je pense qu'il va y avoir un gros push là sur les 18 prochains mois parce que effectivement, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a un engouement qui se prépare aux États-Unis qui est assez dingue. Et donc, à mon avis, on va voir quelques beaux noms arriver. Ouais. T'as d'autres scoops à nous donner? Déjà, Griezmann, ça va se faire ou pas, Jérôme? On espère. C'est un joueur qui a vraiment un appétit pour les US, qui adore la MLS. Donc c'est une question de timing en fait. Quand ce sera le bon moment, j'espère qu'il pourra y arriver. Voilà, il faut trouver le bon moment parce qu'il cartonne avec son club, parce qu'il a un gros salaire, parce qu'il potentiellement il y a un gros transfert et que voilà, la MLS peut pas forcément tout payer là, mais en fonction du timing, c'est un peu ce qu'on en parlait avec Hugo Lloris par exemple. Il fallait attendre le bon timing pour le faire venir. Le bon timing, c'était quand Tottenham était un peu plus prêt à négocier et puis à le laisser partir et lui à arriver et voilà, c'est dans un plan de carrière, il faut trouver le bon timing et je pense qu'on le trouvera, j'espère rapidement. Los Angeles, c'est ça? On parle de Los Angeles pour Griezmann? Ce serait magnifique. Donc le LAFC, on est d'accord là-dessus? Ou LA Galaxy. Parce qu'au LAFC, il y a déjà Hugo et il y a déjà Olivier Giroud. Ouais. Je pense que ça peut aider pas mal. Ouais, ce serait incroyable. Les trois qui seraient réunis. Ça peut aider pas mal. Ce serait fou. Juste rappeler que Griezmann est sous contrat jusqu'en juin 2026. À la différence d'un Kevin De Bruyne qui est libre dans quelques mois. Enfin là, qui est libre de s'engager où il veut d'ailleurs. Ouais. Et Kevin, je pense qu'il est assez motivé sur le sujet. Donc après, c'est pareil, c'est trouver l'accord financier, le bon accord financier, en fonction de ce que les propriétaires veulent payer, en fonction de là où les joueurs veulent aller. Voilà, c'est trouver le bon compromis pour tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est quand même en compétition un petit peu avec des grands clubs européens, avec l'Arabie Saoudite qui surpaye les joueurs.
Donc voilà, quand un joueur nous dit ouais, mais j'ai l'Arabie Saoudite, en général, on lui dit ouais, mais alors dans ces cas-là, viens pas chez nous parce qu'on n'arrivera pas à s'aligner. C'est pas possible. Et du coup, c'est quoi les arguments que toi tu proposes aux joueurs, en tout cas que tu peux donner aux joueurs pour les faire venir? En fait, il y a plein d'arguments. Déjà, le plus gros argument, c'est la qualité de vie, c'est les US, c'est le lifestyle qui est incroyable. Les arguments, c'est que la ligue, elle est en train d'exploser. C'est que les stades sont remplis. Il y a des équipes qui ont 60 000 personnes dans les stades à chaque match en moyenne. Que les stades sont magnifiques, les infrastructures sont magnifiques, que c'est vraiment un projet de vie pour la famille. Les joueurs, ils mettent leurs enfants dans des super écoles, les enfants, ils sont bilingues, et puis ils kiffent. En général, le joueur, quand il part aux USA, il n'a pas trop envie de revenir. Ouais, et puis il y a toujours cette espèce d'American Way of Life qu'on peut fantasmer forcément. Et puis Griezmann, on le voit, il est tout le temps rendu aux États-Unis pour aller voir un match de NBA, un match de NFL. Il adore ça. Ouais, exactement. Il kiffe tout ça. Et puis effectivement, il y a l'effet NBA qui est top. Et en plus, la plupart de nos propriétaires de franchises MLS sont aussi propriétaires de franchises NBA. Donc il y a vraiment des ponts qui se font. Et donc les joueurs sont bien là-bas, c'est sûr. Autre phénomène intéressant, mais dans l'autre sens, on voit arriver de plus en plus de joueurs nord-américains, canadiens, américains. On va voir la liste qui va s'afficher à l'écran d'ici quelques instants. En Ligue 1, cette saison, ils sont 11. Il y a 5 Canadiens et 6 Américains. Cornelius, on en a parlé tout à l'heure, qui est donc canadien, qui joue à l'Olympique de Marseille. Aussi à Marseille. Ismaël Koné, effectivement, même si lui était en Angleterre quand il est arrivé pour son transfert. Il y a Bombito qui a quitté la MLS pour signer à Nice. Comment tu expliques ce phénomène-là, Jérôme? Bombito qui vient du système universitaire, on en parlera peut-être, mais ça c'est vachement intéressant. Comment on l'explique? C'est qu'aujourd'hui on a mis l'accent sur la formation en Amérique du Nord. Donc je dis bien Amérique du Nord parce que c'est États-Unis, Canada. Depuis 10 ans, on a eu la chance de créer un partenariat entre la MLS et la FFF. Et ce partenariat est toujours en cours. Ça fait plus de 10 ans qu'en fait, avec la FFF, on éduque, on forme les formateurs. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a un truc qu'on peut s'en vanter, nous, Français, on est quand même très bons sur la formation des joueurs. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc, on peut se vanter de former les Américains. C'était dur de le faire passer au début. C'était dur pour les Américains de se dire les Français vont venir nous former. Mais pour des questions d'ego, Jérôme parce qu'on est les meilleurs, les Ricains. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ce partenariat, il fonctionne extraordinairement bien. Fred Lipka, qui est un Français, qui était au centre de formation du Havre et au Paris FC, qui le gère maintenant au sein de la MLS, avec la FFF qui joue vachement le jeu et qui nous aide avec les meilleurs éducateurs, les meilleurs formateurs. Concrètement, ils partent là-bas pendant des semaines, pendant des stages, comment ça s'organise? Ouais, c'est ça, c'est une formation entre 5 et 8 semaines. Donc il y a 5-6 semaines de formation entre Clairefontaine et sur place, donc les clubs nous ouvrent les portes. Il y a entre 25 et 30 coachs américains, donc des formateurs de centres de formation qui se font former, qui passent le formateur, qui est le plus haut diplôme de formation qui existe en France et qui est d'ailleurs un des plus compétents partout en Europe, un des plus complets, pardon. Et donc voilà, c'est des cycles d'un an et demi. Ils viennent à Clairefontaine et dans les clubs américains. Et voilà, ce qui nous permet de répondre à la question de Torminator21 qui nous demandait justement est-ce qu'ils font de la formation en MLS, parce que là on parlait de transfert de jeunes joueurs. Mister Olivier, il est très chaud. Est-ce que Jérôme, tu pourrais expliquer à John Textor, donc le patron américain de Lyon, comment ça marche en France par rapport aux États-Unis pour les transferts? Ouais, pas simple. Écoute, c'est intéressant de regarder ce qu'il fait. Moi, j'ai connu son projet foot qu'il avait développé en Floride, qui marchait plutôt bien pour les jeunes. Là, ça y est, il commence à être sur des grands clubs. On va voir comment ça va marcher. Exactement. Jérôme, on va parler de toi un peu plus précisément et de ton agence désormais. Ça veut dire quoi d'abord être l'intermédiaire numéro 1 entre l'Europe et la MLS? C'est quoi ton quotidien et c'est quoi tes responsabilités? Mon quotidien, c'est beaucoup ça.
Il a bien vibré, on peut le dire. Ouais, il a bien vibré. D'ailleurs, j'ai un agent qui m'appelle. Je vais devoir regarder très vite. D'ailleurs, je regarde vite fait quand même. Au cas où. Avec nous. Griezmann, c'est bon. Ok, c'est bon. Le cardiologue me demande. Donc, je lui réponds juste. Hein. Vas-y. Voilà. Tac, comme toujours ça, sur c'est le fait. transfert de Ganago et de Nantes à New England. On rappelle à ceux qui nous rejoignent en cours de. Dis-lui de regarder cours Twitch d'émission. s'il veut une réponse à son texto. Alors voilà, j'ai prévenu, donc ça s'est très bien passé, donc c'est top. Très bien. Tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'on disait Ton quotidien. Mon quotidien, absolument. Donc mon quotidien, ouais, c'est beaucoup d'allers-retours entre l'Europe et les US. Combien tu fais d'aller-retour par exemple dans un mois? Écoute, je suis aux US j'étais, donc là pendant une période de 5-6 ans, j'étais aux US au moins une fois par mois. Là, j'ai carrément bougé à New York parce que ça bouge trop en fait. Avec la. T'es installé là-bas, ouais. Ouais, il y a 2 mois, je me suis installé avec ma femme donc à New York. On kiffe trop, c'est trop bien, et surtout c'est parce que ça bouge trop au niveau de la MLS. Il y a plein de projets, ça évolue énormément. On a un projet indoor soccer là-bas, Soccer Roof, donc trop cool. Et donc effectivement, là je suis plus aux US. Et l'idée en fait, c'est très simple, c'est que j'ai tous les agents ou les clubs qui m'appellent, ou les joueurs d'ailleurs, hein, qui m'appellent en me disant voilà, est-ce que tu es intéressé par mon joueur ou est-ce que tu es intéressé qui ouais. t'appelle. Je vais répondre à Olive. Si tu veux, tu peux décrocher si comme tu veux. Notre part, Voilà, tiens. et tu lui dis qu'il est le bienvenu quand tu veux. Ouais. Vas-y, hein. Ouais. C'est un ami d'RMC, hein, donc C'est vrai. il vient souvent Ouais. dans les émissions. Attention le micro par contre. Ouais, je peux te rappeler, je suis sur RMC en direct. C'est génial. Ah, je te rappelle, je te fais une bise. Ouais, on parle de toi et on très bien. Il vient quand il veut. Ça marche, allez, bise, ciao. Le président du LOSC, Olivier Létang, Julien Cazard, le caricature souvent ces derniers jours, ces dernières semaines, dans Rotten sans flamme. Mais Olivier Létang, il a été également l'invité de Génération After, de l'After. Il a eu le temps de venir expliquer toute la politique et comment il a redressé le LOSC. Donc on en parle effectivement en bien d'Olivier Létang aussi. Et moi, je peux en parler en très bien parce que je trouve que son travail est extraordinaire et c'est quelqu'un qui vraiment comprend justement voilà, le business. Et parfois, c'est compliqué en France de comprendre cet aspect business du sport. Et je trouve que ce qu'il fait est assez extraordinaire. Mais donc voilà mon quotidien, c'est ça. Voilà, il peut y avoir des clubs qui cherchent à sortir des joueurs. Il peut y avoir des joueurs qui veulent aller en MLS. Voilà, il y a 3-4 ans, je reçois un coup de fil d'un pote de Hugo Lloris qui dit bah voilà, est-ce que je peux te connecter à Hugo? À terme, il aimerait venir aux États-Unis. Et puis on reste en contact avec Hugo pendant 3-4 ans. Et tu trouves le bon timing avec les clubs qui disent voilà, Los Angeles qui t'appelle et qui te dit écoute, là j'ai besoin d'un gardien mais j'ai pas beaucoup de budget. Et puis tu appelles Hugo et tu dis voilà, mais tu peux venir à Los Angeles mais t'as pas beaucoup de budget. Il dit écoute, moi c'est pas le budget qui m'intéresse, et puis on peut trouver peut-être un accord avec Tottenham. Et puis après tu vas voir Tottenham et voilà, c'est ça le quotidien, c'est en fait de faciliter un peu les deals pour la MLS. Et dans le cas d'Hugo, donc ça dure, en fait, c'est sur un laps de temps assez long finalement, parce qu'on s'imagine qu'un transfert va se régler, allez, en un mois, tiens, j'ai envie de partir, mon club me veut plus, allez hop, j'appelle Jérôme et je vais filer aux États-Unis. Mais là, c'est sur un temps beaucoup plus long. Je pense que, c'est même il y a 5-6 ans où je sais qu'Hugo, il veut finir sa carrière aux États-Unis. Et donc tu prépares, tu restes en contact, tu vois que tu affines. Pareil pour Olivier Giroud. En fait, Olivier, j'ai voulu le faire venir quand il était à Chelsea. On avait réussi à faire un rendez-vous pour les LA Galaxy. Et effectivement, il a eu cette offre incroyable à Milan. Et donc, il est parti à Milan. Et donc, après, tu attends un peu, tu vois. Et puis, à un moment, tu vois qu'à Milan, ça se finit. Et là, tu retentes le coup. Et là, tu as l'appui d'Hugo Lloris qui dit à Olive allez, viens, on va s'éclater. Ouais, en plus, les femmes sont top. Elles sont conscientes de la situation. Elles sont super amies. Et de l'opportunité aussi. Et de l'opportunité. Et donc...
En plus, c'est des gens qui ont la tête hyper bien faite, quoi. Donc tu comprends pourquoi les mecs ils sont en équipe de France depuis des années, parce que c'est carré, c'est top, quoi. C'est facile. Lolo, il y a un joueur qui a lancé la carrière de Jérôme en MLS. Oui, parce qu'on parle et on va parler encore de tes réussites, Jérôme, mais est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé Tu veux parler de mes échecs, c'est ça? Non, justement, mais c'est parce que tu nous disais toi-même, en fait, c'est grâce à un échec, et encore qui n'est pas le tien, puisqu'il est indépendant de ta volonté, mais c'est ça, en fait, qui t'a fait connaître de la MLS et qui t'a permis, après, de devenir l'intermédiaire de la MLS par rapport à l'Europe. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, je raconte rapidement. Donc moi, je pars jouer au foot dans une université américaine. Je passe les 2 plus belles années de ma vie et je me dis mais c'est incroyable, il faut que j'aide mes potes à partir dans les universités américaines. Donc je monte mon site internet et mon business, quoi, en ayant l'idée de faire venir mes potes soit de centre de formation, soit de club régional, pour venir jouer dans les universités américaines, parce que le truc est complètement dingue, parce que je joue dans tous les États-Unis, dans des stades remplis et tout. Donc je monte mon agence. Qui au départ est une agence pour les joueurs universitaires, tu vois. Et puis au bout de quelques mois, j'ai des mecs qui commencent à me contacter. Et en fait, par mon réseau parisien, tu vois, par mes potes, mes associés à Paris, le premier joueur qui me contacte, c'est Didier Domi, ancien latéral gauche du PSG, Olympiakos, Newcastle. Tu vois, je me dis waouh, super. Et en fait, sans forcer, tu vois, et sans savoir que le métier d'agent ou d'intermédiaire existe, je le signe à New England Revolution. À Boston, il kiffe trop, il cartonne. Deuxième call, Ousmane Dabo, qui était quand même capitaine de la Lazio-Drome, Manchester City, équipe de France. Bam, je le signe à New England Revolution. Et à ce moment-là, j'ai juste le contact des New England Revolution. C'est il y a 15 ans. Et en fait, après, ça fait effet boule de neige. J'ai tous les joueurs qui m'appellent. Et là, j'ai, par mes potes de Paris, j'ai Ronaldinho et son frère qui m'appellent. Roberto Assis, absolument. Et qui me disent, voilà, on est dans une situation un peu compliquée. À Flamengo, c'était l'époque où Flamengo était géré par l'entreprise Trafic. Et il y avait des problèmes de paiement et ainsi de suite. Et il dit, voilà, regarde en MLS. On est en quelle année ? C'est juste avant la Coupe du Monde au Brésil. 2013-2014, quoi, en gros. Ouais, 2013. Okay. 2013. Et donc là, à ce moment-là, j'ai toujours que le numéro des New England Revolution. J'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Et donc, je vais voir le propriétaire des New England Revolution. J'ai dit, en fait, là, je représente Ronaldinho. Est-ce que ça vous intéresse ? Et les mecs me regardent comme ça, paniqués. Et New England Revolution, c'est les mêmes propriétaires que les New England Patriots, où il y a Tom Brady et tout ça. Donc beaucoup d'argent, un stade de ouf. Et les mecs me disent, OK, on y va. Et ils nous organisent un rendez-vous avec le président de la Ligue, le président du US Soccer, le propriétaire Kraft. Donc c'est super... Et moi, avec mes 23-24 ans, je suis là autour de la table et on attend Roberto Assis. Et en fait, Roberto Assis, tu vois, à la cool, tranquille, il n'arrive pas au rendez-vous tout de suite. Ah ouais. Il est en retard, il arrive le jour d'après. Ah ouais. Les mecs me regardent. C'est un sacré retard, ouais. Et on fait le rendez-vous. Et en fait, c'était presque un chèque en blanc. C'était le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Ça a failli se faire. Finalement, dernier moment, Ronaldinho dit c'est quand même bien que je reste au Brésil parce que je veux jouer la Coupe du Monde au Brésil et j'ai quand même plus de chances d'y jouer si je reste au Brésil. Donc ça se fait pas. Mais derrière, en fait, le président de la Ligue et tout ça me dit mais t'es qui toi ? Tu représentes Ronaldinho je lui raconte un peu mon histoire et dit bah voilà, tu viens, je t'embauche, tu gères, tu vas être l'intermédiaire, le consultant pour gérer un peu tous les transferts en MLS. Et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et donc tu as été embauché en tant que salarié de la MLS ? En tant que consultant, ouais. En fait, ma boîte s'est retrouvée donc consultante de la MLS qui gère un petit peu tous les transferts des joueurs qui évoluent en Europe vers la MLS. J'ai une question. Quand tu dis tu parles avec les représentants de club, c'est comment ça fonctionne en MLS ? Est-ce que tu as des directeurs sportifs ? Est-ce que c'est directement les propriétaires ? Est-ce que, je vais le dire tout de suite, est-ce que c'est David Beckham ? Donc, et voilà, des choses comme ça. Dis-nous, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que tu as le 06 de David Beckham pour Rémi ? Il y tient énormément. Je sais qu'il l'a. C'est possible. Il a dit le 06, le plus 30. Bon, après, David Beckham, il n'a pas besoin de moi pour aller contacter les joueurs. Non, bien sûr. Non, mais c'est là où c'est pour aussi montrer à quel point c'est concret.
C'est-à-dire que toi, t'es la petite souris, quoi. Enfin, t'es la petite souris maintenant, t'as bien évolué. Mais ce que je veux dire, c'est à l'époque, tu parles vraiment, t'es dans le cœur du réacteur, quoi. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour répondre à ta question, les clubs se sont vachement structurés. Quand je suis arrivé, quand on m'a embauché, la Ligue gérait vraiment le recrutement des joueurs pour chaque équipe. Et puis après, depuis, ils ont recruté des directeurs sportifs, ils ont recruté des general managers, des directeurs techniques, ils ont recruté des scouts. Et maintenant, chaque équipe est vachement structurée, a au moins une dizaine de scouts. Et puis moi, je suis là pour les aider, en fait. Je suis là pour faire le lien avec les agents, le lien avec les clubs, donner les bonnes informations, éviter qu'ils surpayent. Donc voilà, c'est mon boulot d'être en contact avec recruteurs, directeurs sportifs, présidents, parfois propriétaires quand le propriétaire est impliqué, parce qu'il y a des propriétaires qui sont vachement impliqués, d'autres non. Et donc de comprendre leurs attentes et de comprendre les attentes de ce qui se passe en Europe, des agents, des clubs, et après de faire matcher du mieux possible. Jérôme, on va regarder le 11 des joueurs que tu as donc fait venir en MLS, et puis tu vas nous donner une petite anecdote sur chacun d'entre eux. On l'a fait en collaboration avec toi, en préparant l'émission évidemment. On va découvrir ce 11 des joueurs donc, que tu as fait venir en MLS. On va commencer peut-être par le gardien, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est Hugo Lloris. Ouais, j'en ai déjà parlé. Effectivement, quelle opportunité incroyable de pouvoir le faire venir. C'était juste facile. C'était en direct avec lui. Il a tellement la tête bien faite qu'il gère très très bien ses intérêts. Voilà, ça faisait 4-5 ans qu'on essayait et on a trouvé le bon moment, et donc trop content d'avoir pu le faire venir. Je te laisse nous donner une petite anecdote sur chacun des joueurs. Ouais. Après, il y a Jimmy Traoré, super pote. Je débutais, je l'ai aidé à avoir, je me rappelle, j'ai aidé à avoir son visa. Il est arrivé avec Seattle, il a trop kiffé. Ça a été un super joueur. C'est quand même vainqueur de Champions League. Avec Liverpool. Avec Liverpool. Et donc voilà, il est passé assistant coach à Seattle. Et donc voilà, super mec. Mika Siani, pareil, qui a quand même une super belle carrière en Europe, et qui est venu au Los Angeles Galaxy finir sa carrière. J'ai mis Van der Wiel parce que PSG, parce que voilà, c'est quand même l'époque de PSG qui claque. Voilà, on avait plus d'attentes par rapport à lui, mais voilà, je pense qu'il mérite d'être dans le 11. Ben Chirou parce que c'est mon grand pote, et pour moi c'est le même principe que Hugo Lloris. C'est des mecs, il n'y avait pas besoin d'agent, de quoi que ce soit. C'est des mecs qui ont la tête bien faite. C'est des mecs, j'en rigole beaucoup avec lui, mais il a accepté un salaire beaucoup plus petit que ce qu'il avait à Marseille, parce qu'il était prêt à faire vivre cette expérience à sa famille, parce qu'il avait compris que voilà, ça pouvait être une expérience trop cool. Donc voilà. Il est champion, Jérôme. Il est champion de MLS avec Giovinco. Avec Giovinco qui est à gauche. Effectivement, c'est la même période. Giovinco qui sortait de la Juve. C'était un gros transfert. Et comment t'as fait parce qu'on voit Giovinco, Pirlo, c'est quand même là, pour le coup, c'est deux Italiens. Comment t'as fait pour rentrer en contact avec eux? En fait, Giovinco, il avait un agent italien que je connaissais, et il se trouve que le general manager de Toronto était un de mes très bons potes avec qui j'avais travaillé à la Ligue, donc je les ai aidés un peu à faciliter ça. Et Giovinco, effectivement, ça a été un des premiers jeunes, des premières jeunes stars qui est arrivé en MLS. Donc, et il a cartonné, il a été meilleur joueur de la MLS plein de fois. Pirlo, c'est plus au niveau de la Ligue que j'étais impliqué avec lui, malgré le fait qu'il soit venu nous voir dans notre five à New York, donc super mec. Donc voilà, lui c'est à New York, New York FC, New York City FC. À New York, ouais. Ousmane Dabo, j'en ai parlé, un des premiers, pareil, même principe que les Benoît Chérou et Lloris. Voilà, lui, c'était simple, facile. Didier Drogba, j'en ai discuté tout à l'heure. Voilà, quelle chance de pouvoir le faire venir. Il est arrivé à Montréal, il a tout cartonné. Et c'est marrant parce que Didier, il est arrivé, je trouve qu'il a aidé la MLS sur qu'est-ce que c'est que structurer un club pro.
Tu vois, un peu comme quand, je sais pas si vous vous rappelez, quand Zlatan il est arrivé au PSG et qu'il a dit des trucs, et nous on était tous là, waouh, le mec il se prend pour une star, mais en fait sur le fait de mettre Paris sur une carte, c'est ça, c'est ce qu'il avait dit un peu. Au-delà de ça, tu vois, porter les valises et tout ça, tu vois, des petits détails comme ça. Nous on a tous fait waouh, le mec il se prend pour une star, et les Ricains, quand Didier il est arrivé, ou les Canadiens, ils ont tous fait waouh, le mec il se prend pour une star, tu vois. Mais en fait, c'est des petits trucs qui font que tu te professionnalises et je pense qu'il a vachement aidé la ligue là-dessus. Et puis après, il est devenu propriétaire d'une franchise à Phoenix. Voilà, il a gardé beaucoup de liens avec les États-Unis. Il l'est toujours ? Je crois que oui. D'accord. Il y a joué d'ailleurs. Il y a joué, ouais, c'est ça. Il y a joué. Ouais. C'est quoi les questions que les joueurs te posent, par exemple, quand un Didier Drogba arrive, qui veut jouer en MLS, par rapport à la MLS? C'est quoi ses envies principales? Est-ce que c'est d'abord l'école pour les enfants? Est-ce que c'est d'abord le cadre de vie qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a financier, j'imagine, mais vu ce que tu dis. Est-ce que vaut l'équipe? Ouais, est-ce que vaut l'équipe? Mais voilà, c'est quoi les premières questions généralement qui reviennent? Écoute, les premières questions, c'est pas le financier. Parce que moi je préviens tout de suite que voilà, on peut pas se mettre en compétition avec l'Arabie Saoudite et avec les plus grands clubs européens. La première question, c'est le projet sportif. C'est comment fonctionne l'équipe sportivement, est-ce qu'il y a de l'ambition. Donc ça, c'est les premières questions. Et puis les deuxièmes questions, effectivement, c'est très rapidement la famille. Comment est gérée la famille, les enfants, l'école des enfants. Et c'est là où les Américains sont extrêmement bons. Alors parfois, tu as des problématiques de visa, effectivement. Donc il faut faire bien attention à ça, mais les Américains sont trop forts à la gestion des familles. Je pense qu'ils sont trop forts, tu vois. Donc oui, c'est des questions très importantes. Les joueurs, ils mettent leurs enfants au lycée français ou à des super lycées américains. Et ça change la vie des gamins, quoi. C'est ça qui est super. Est-ce que le club d'ailleurs prend à sa charge les frais d'éducation des enfants? Comment ça se passe Ouais, c'est possible. Alors c'est marrant, ça revient aux règles du salary cap. Toutes les dépenses liées aux joueurs, donc on parle de l'école des enfants, on parle du téléphone, de la voiture, du logement, des frais d'agent, rentrent dans le salary cap, rentrent dans le budget alloué aux joueurs. D'accord. C'est pour ça que tu peux pas trop tricher, tu vois, parce que tu pourrais payer l'école des enfants ou tu pourrais payer une baraque à 9 millions et contourner le salary cap. Et en fait, tu peux pas le faire. Donc oui, tout est fait pour ça, mais ça rentre dans le contrat, tu vois. Tu n'as pas parlé d'un dernier homme. On a vu Drogba, on a vu Giroud, t'en as parlé, mais Zlatan, tu as aussi été impliqué sur son arrivée, du coup Ouais, un tout petit peu. Alors là, Zlatan, il avait un top agent. Mino. Paix à son âme. Donc j'ai été impliqué. Je l'ai mis là parce que ça fait bien, parce que je peux me la péter, mais j'ai pas été très très impliqué dedans. Quelques discussions et j'ai voilà. Mais voilà, c'était aussi une très belle arrivée pour la MLS. Quand on voit le match qu'il a fait, je sais pas si vous vous rappelez contre Los Angeles. C'était extraordinaire. Et lui aussi, il a amené beaucoup à la MLS, je trouve. Pas que le foot, visiblement, parce que dans le chat, Barracoudino nous dit « Hello, je me souviens avoir eu affaire à Monsieur Mehari pour aller jouer en université aux États-Unis au volley. » Ça te dit quelque chose, ça? Ouais, bien sûr. En fait, donc, quand j'ai monté Elite Athlete Agency, donc quand j'étais encore joueur de foot universitaire, donc l'idée était de proposer cette opportunité à tous les sportifs, parce qu'en fait dans les universités américaines tu peux avoir des bourses dans le football, tu peux avoir des bourses dans le volley, dans le tennis, dans le track and field et ainsi de suite. Et donc l'idée était au départ de faire profiter de cette opportunité à tous les joueurs de centres de formation qui passaient pas pro. Et puis après tu as des joueurs de volley qui nous ont appelés, des joueurs de tennis, des joueurs de basket, et donc effectivement on a une équipe ici en France de plus de 30 personnes qui envoient plus de 350 joueurs, athlètes dans les universités américaines chaque année, avec des bourses. Et voilà, ça fait des super histoires parce que tu as l'opportunité de continuer ton sport à haut niveau, que ton sport te paye un super diplôme. Et après, pour les footeux qui marchent bien, tu peux les drafter en MLS ou alors les signer dans des équipes pro. Donc voilà, c'est plein de super histoires et avec Édouard Lacroix, effectivement, on l'a fait partir en volley, exactement. Ça t'est déjà arrivé, Jérôme, de prendre des gars, c'est-à-dire dès le début, sport universitaire, tu les ramènes de France, tu les mets à l'université et qui jouent en pro en MLS? Mais bien sûr. Il y en a. C'est la folie, ça. Je pense qu'il y en a entre 5 et 10 qui passent pro chaque année.
Chaque Donc année. ça c'est cool. Ouais. Donc des joueurs rejetés du système français qui Ouais. passent pro aux États-Unis. Maintenant la MLS commence à prendre de l'ampleur, donc c'est de plus en plus dur pour ces joueurs de passer. Mais il y a plein de jeunes joueurs qui sont passés par l'université et qui jouent encore en MLS. Je pense à un Paul Marie à San José qui lui était au centre de formation de Caen. Il est arrivé à Miami en Floride, il était comme un dingue. Il a fait 3 ans. Tu vois, tu pars de Caen. de la banlieue de Caen. Tu arrives à Miami, tu joues dans des stades remplis et après tu es drafté en MLS. Et j'ai une photo de lui pendant la draft avec Patrick Vieira et Rémi Garde. Et tu vois, il est comme un fou et ça fait des histoires de dingue. C'est ça qui est top. Jérôme, qu'est-ce que tu réponds à Feuspli sur le chat qui nous dit on va pas se mentir, la MLS c'est la meilleure retraite footballistique. Ouais, c'est vrai, mais maintenant on essaye de faire venir les jeunes, donc on essaye de faire en sorte que ce soit la meilleure carrière footballistique. Et plus seulement la retraite. Alors l'un des joueurs que tu as aussi fait venir par 2 fois d'ailleurs en MLS avait un message pour toi, un certain Maxime Chanot. On l'écoute tout de suite, Maxime. Salut Jérôme, c'est Max Chanot, joueur de Los Angeles. Bon, tu sais que tu as fait beaucoup pour ma carrière, je te remercierai jamais assez, tu le sais bien. Maintenant, j'avais une question à te poser, c'est combien d'argent tu t'es fait sur mes transferts? Voilà une bonne question. On remercie Maxime que tu as. Tu sais quoi, Max, il mérite d'être dans mon 11 type tellement c'est un gars super. Mais pas beaucoup d'argent pour Max. 2 fois, tu le fais venir en MLS, c'est ça? Ouais, j'aide un peu au début. En fait, j'avais une offre d'Atlanta et finalement, il part à New York. Donc, j'aide un peu au début. Je le conseille un peu dans tous ses choix de carrière sur place. Et puis après, il repart à Ajaccio parce qu'il a un papa qui est un peu malade. Donc, il veut être pas loin de lui. Et puis derrière, il me dit Jérôme, je crois que ça me manque trop. Il faut que tu me trouves un truc. Et donc, on trouve l'opportunité Los Angeles FC. En plus, avec un Hugo Lloris et un Denis Bouanga, Olivier Giroud. Et donc, on arrive à lui trouver cette opportunité. Trop content. Il hésite un peu parce que effectivement, financièrement, c'est moins intéressant que ce qu'il avait avant. Et puis je crois qu'il regrette pas, je crois qu'il est content. Ouais. Et il était avec nous d'ailleurs dans RMC 100% Euro l'été dernier sur la radio digitale de RMC, Maxime Chanot. Très bon. Autre anecdote concernant un joueur qui a failli signer au Paris Saint-Germain, Loïc. Oui, non, les anecdotes, c'est Jérôme qui les donne normalement. Non, oui, on parlait tout à l'heure des joueurs nord-américains, canadiens ou américains qui viennent en MLS. Tu nous parlais aussi d'Alphonso Davies. Alphonso Davies qui est donc au Bayern et qui était à Vancouver, qui s'est révélé à Vancouver en MLS et qui aurait pu aller au Paris Saint-Germain. Ouais, carrément. Ça fait partie de ces joueurs qui sont formés en Amérique du Nord et ça montre que la formation nord-américaine fonctionne de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de joueurs qui viennent. Et Alphonso Davies, il a été repéré en fait par tous les clubs. Et le PSG, c'était Antero Henrique à ce moment-là. Avec mon pote Bruno Chéroux qui gérait les féminines au PSG. Et le frère de Benoît. Ouais, exactement. Et il se trouve que la copine de Alphonso Davies jouait chez les féminines au PSG. Et il était dans le radar, il voulait absolument le faire signer. C'était vraiment pas loin. Et le Bayern a réussi à le faire sous le nez du PSG. Mais c'était pas loin, ouais. C'était pas loin. Et donc le PSG regarde aussi dans ce côté du monde, alors c'est ça que... Ouais, absolument. Mais je te promets que tous les clubs regardent. Et justement, est-ce qu'il y a des championnats qui se démarquent, des équipes, des clubs qui sont, on va dire, plus attentifs au marché nord-américain? Si oui, lesquels? Et sais-tu pourquoi? Effectivement, il y a eu beaucoup la Bundesliga. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Américains qui sont formés là-bas du fait de la connexion avec... il y a beaucoup de militaires américains qui sont venus en Allemagne. Donc beaucoup de jeunes Américains formés en Allemagne. Donc il y a eu cette connexion. Il y a eu la connexion Jürgen Klinsmann, qui était sélectionneur national. Et donc, au départ, c'était vachement la Bundesliga. C'était aussi la Première Ligue, parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires américains aussi en Première Ligue. Donc, la Première Ligue faisait pas mal d'offres sur des joueurs de MLS. Et puis l'Europe s'est réveillée. Et puis, l'Italie s'est réveillée. Et puis, la France, petit à petit, même si les clubs français un peu plus frileux. Ce que je comprends, parce que ils ont une très bonne formation et que les joueurs nord-américains comptent comme des extra-communautaires.
Donc c'est plus difficile, et quand tu as un choix difficile à faire, tu fais monter un jeune du centre de formation, c'est normal. Mais voilà, les pays européens regardent de plus en plus la MLS, et on voit chaque mercato, il y a au moins moi j'ai au moins une dizaine d'offres de clubs de Ligue 1 sur des joueurs MLS. Jérôme, petite surprise pour toi, il est en direct avec nous, on va l'accueillir tout de suite, l'un des joueurs que tu as fait venir donc en MLS. Ah non! Il est là, Benoît Chéroux, ancien de la maison RMC, on le salue. Salut Benoît, merci d'être avec nous en direct dans RMC Mercato. Comment il va, mon Ben? Salut tout le monde, salut RMC, salut Jérôme. Ça va? Super, très bien. Ouais? T'es où là? À la maison, tranquillement, je t'écoutais. Je parlais de toi, je t'ai pas mis dans mon 11 type parce que j'ai dit que t'étais pas assez fort, mais j'ai dit pas que vrai, il ment. J'ai dit que t'étais un bon gars. Tu étais dans le 11 type, Benoît. Tu étais dans le 11 type des joueurs que Jérôme a fait venir en MLS. Bah bien sûr. Tu peux nous raconter ta version des faits? Comment ça s'est passé du coup, toi, quand tu as voulu... pourquoi tu as voulu partir à l'époque en Major League Soccer, Ben? Écoutez, c'est plus un choix familial en fait, pour l'expérience, l'aventure plutôt, que sportivement ou financièrement, où je pouvais avoir de meilleurs contrats ailleurs. Je pense que c'était le bon moment de partir à l'étranger aussi. J'avais pas vécu d'expérience à l'étranger, moi, entre Lille, Auxerre et l'Olympique de Marseille. Donc je m'étais tourné vers ce marché-là, avec une ouverture d'esprit, plus pour découvrir un championnat, une aventure familiale, comme je disais. Et quel bilan tu en as tiré du coup? Est-ce que tu as été plus qu'agréablement surpris? Pardon, je vais y arriver. Oui, forcément, pour l'aventure. C'est sûr que moi, je venais de terminer mon aventure en France avec l'Olympique de Marseille. Donc, c'est difficile aussi de retrouver un club avec cette passion, cette ferveur, en France en tout cas. Donc, me tourner vers la MLS, c'était assez naturel pour quelque chose de plus exotique. Donc, mon expérience là-bas, c'était très enrichissant. Je me suis en plus retrouvé sur une vague qui était en train de surfer le Toronto FC, un club qui était en devenir, qui était un club tout jeune, d'une dizaine d'années, qui s'était jamais qualifié pour les playoffs. Et sur mes 3 années de joueur là-bas, on se qualifie pour les playoffs la première année. La deuxième année, on arrive en finale de la MLS. Et la troisième année, on gagne la saison régulière et la MLS Cup, donc le championnat. Donc c'est quelque chose qui a évidemment marqué l'histoire du club et mon histoire à moi, puisque c'était mon dernier match, c'était une finale de MLS quand même. Donc arrêter sa carrière sur un titre, sur un autre continent avec cette aventure-là, franchement, c'est un super souvenir au niveau sportif aussi. Ouais, il a marqué les esprits à Toronto, Ben. C'est vrai? Quand tu retournes, tout le monde te dit comment il va, Ben, franchement c'est vrai. J'ai prévu d'y aller en vacances bientôt, je demanderai. On verra. Parfait, il n'y a pas de souci. Rémi avait une question pour toi, Ben. Ouais, Benoît, j'ai 2 questions. Comment la MLS offre que la France ne peut pas offrir en termes sportifs ou même autres, extra-sportifs? Et Jérôme, on l'a compris, est un fin négociateur, mais c'est quoi dans le domaine dans lequel il excelle? C'est pour le salaire? C'est pour les adresses des bons restos? C'est pour des places dans NFL? C'est quoi? Tu peux dire la vérité, c'est Jérôme, bon, Ben, ou pas? tu peux dire la vérité. J'ai pas été un fin négociateur pour son salaire. Vas-y, Non, Ben. moi, j'y suis allé en tant que... Je sais pas si vous m'entendez encore. Hein. Oui, bien sûr. Pardon. Moi, j'y suis allé de manière bénévole ou presque. C'était vraiment pour l'expérience. Je pouvais me payer un resto de temps en temps, mais c'est Jérôme qui régalait quand il venait. Non, mais ce que la MLS peut offrir, c'est vraiment cet exotisme. Après, moi, je conseillerais d'y aller vraiment plutôt en fin de carrière qu'en milieu de carrière ou en début de carrière. Maintenant, le championnat évolue aussi, mais pour moi, c'est compliqué de revenir quand on est parti là-bas. Ce sont des voyages, l'ouverture d'esprit aussi, une culture différente, une culture du sport différente. Moi, j'ai appris à passer beaucoup plus de temps dans la salle de muscu en MLS alors que j'étais en fin de carrière, parce que là-bas, tous les jours, avant l'entraînement, après l'entraînement, les joueurs passent beaucoup de temps. Beaucoup de temps aussi à parler et à porter aussi l'expérience que moi j'avais accumulée en Europe. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la culture de la gagne aux États-Unis, mais je trouve que pour le sport, la culture de la gagne, elle est vraiment en Europe. En MLS, c'est beaucoup de discussions autour des marchés, autour du développement de la ligue, pas forcément de la performance. Et nous, en tant qu'Européens, on apportait ça et on était valorisés à ce niveau-là.
Est-ce que Benoît va devenir le consultant phare de la télévision nord-américaine bientôt? Parce que c'est déjà le cas en France, tu le sais, Jérôme. Je le sais bien, je le suis. J'espère bien, ça veut dire que... Est-ce que son anglais est assez bon? Non, mais l'anglais est assez bon, mais ça veut dire qu'on sera assez gros pour pouvoir se le payer, c'est déjà très important. Il faut bien que j'essaie de rembourser toutes les dettes que j'ai depuis que je suis passé à MLS à cause de toi. Bon, on va s'arrêter là. Benoît, merci beaucoup pour ce petit coucou. Merci. Et Jérôme, c'est vraiment le king pour la MLS. On chambre, on rigole beaucoup parce que je l'aime beaucoup, mais c'est le king de la MLS. Merci mon Ben, trop cool. Merci Benoît, bon vent à toi. Benoît. Bonne continuation, bonne saison et à bientôt. Ciao les amis. Salut Benoît. Salut Benoît. Bon, ça fait plaisir d'avoir ce petit... Ouais, trop cool. Ce petit hommage. Ouais. Il nous reste quelques minutes avant de te libérer parce que tu dois partir à Clairefontaine, on le rappelle, pour le transfert de Ganago. Juste, j'ai une bonne dizaine de minutes, on est Allez. bon. Allez, parfait. encore 10 minutes peut-être pour parler de l'importance de la Coupe du Monde 2026 parce qu'on va tous avoir les yeux tournés. Peut-être même avant la Coupe du Monde 2026, on peut peut-être parler de la Coupe du Monde des clubs d'ailleurs. La Coupe du Monde des clubs, moi c'était la question que je voulais te poser, Jérôme, et ça va intéresser surtout les supporters du PSG parce qu'on sait que Paris est tombé avec Seattle et Seattle Sounders dans leur groupe de Coupe du Monde des clubs. Et c'est vrai que même si en Europe on a tendance un peu à regarder cette compétition de manière un petit peu péremptoire, on sait qu'aux États-Unis c'est gros, c'est lourd. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette franchise de Seattle et surtout sur l'ambiance de son stade puisque c'est là que Paris va jouer? Ouais, Seattle, c'est une franchise très sérieuse, toujours des bons résultats. Joue dans un stade de plus de 70 000 personnes, il me semble, je crois. 69 000. Voilà. Et c'est toujours plein. Il est beau. Ouais, voilà, il est là, il est beau. Il y a une ambiance de ouf. Il y a toujours une bonne équipe. Et là, ils viennent de prendre un très bon attaquant. Jesus Ferreira de Dallas, de Dallas, qui était d'ailleurs un jeune joueur qui a failli partir en Europe pour plus de 10 millions. Donc ils vont faire face à une belle équipe. Voilà, pour comparer un peu le niveau, je pense que c'est une équipe qui survivrait en Ligue 1. Tu vois, je dis pas que ce serait une des top équipes de Ligue 1, je dis surtout pas ça, mais je pense que c'est une équipe qui a le potentiel pour survivre en Ligue 1. Donc voilà, on sait que le PSG est au-dessus. Mais je pense qu'on peut s'attendre à, en tout cas, une super atmosphère et je pense que Seattle peut ne pas être ridicule, quoi. Le PSG qui jouera ses 2 autres matchs au Rose Bowl de Pasadena à Los Angeles pour affronter Botafogo et l'Atlético de Madrid. C'est le moment du quiz RMC Mercato avant que tu ne partes. Parfait. Le principe est tout simple, Jérôme. Je te pose une question, tu as le droit à un mot ou une phrase pour me répondre. Pas de joker, évidemment. Okay. T'es prêt? Ok. Allez, c'est parti. Le joueur le plus fort que tu as fait venir en MLS? Drogba. Le joueur le plus célèbre que tu as fait venir en MLS? Zlatan. Le joueur le plus sous-coté que tu as fait venir en MLS? Oh, waouh. Le plus sous-coté... Benoît Chéroux, parce que je pense que c'est un top joueur. Le joueur le plus surcoté que tu as fait venir en MLS? Vanderville. Direct. Génial. Le transfert le plus attendu mais qui ne s'est pas fait vers la MLS? Ronaldinho. Le joueur que tu rêves de placer en MLS? Neymar. Le meilleur stade de MLS? Le stade d'Atlanta. Le plus beau centre d'entraînement en MLS? Cincinnati, Columbus. J'ai le droit qu'à Cincinnati. Et le stade avec la plus mauvaise ambiance de MLS? New England Revolution. Et j'explique pourquoi. Parce qu'ils jouent dans le stade de football américain qui est énorme. Et donc ils sont en train de construire un nouveau stade downtown qui sera rempli. Et donc pour l'instant, effectivement, ça fait un peu plus vite que les autres. Merci pour ce quiz. Jérôme, une dernière question avant de te libérer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ton nom revienne dans les discussions d'ici la fin du mercato hivernal le 3 février? Ouais, on espère. Pour la Ligue 1? On espère. Pour la Ligue 1? Pour la Ligue 1. Dans quel sens? Non, de l'Europe ou de l'autre partie du monde vers les États-Unis. D'accord. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des beaux noms qui arrivent. On y travaille. Voilà. Après, on ne sait jamais si ça va se passer ou pas. On travaille sur plein de belles choses. Si ça passe, c'est génial et on essaye de faire évoluer la ligue comme on peut. Neymar? C'est pareil, si on y arrive, ça peut être top. C'est pas simple, mais ouais, on y travaille.
Merci beaucoup Jérôme. Merci, Jérôme et Merci, Harry dans Jérôme. RMC Mercato, beaucoup. c'était un Merci. grand plaisir de t'avoir. On a appris plein de choses intéressantes. Vous retrouvez évidemment l'émission en replay sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Toutes les infos Mercato sur le site rmcsport.fr et nous on se dit à la prochaine. Très bonne journée à tous. Salut. Merci.